Dans la petite église de Saint-Germain-des-Prés, à Paris, Élise se tenait devant l'autel, les mains tremblantes, alors que sa famille entière la fixait avec des yeux emplis de fureur. Elle venait d'avouer son amour pour Camille, une femme qu'elle avait rencontrée lors d'un concert underground. Et les mots avaient jailli comme un torrent impossible à retenir. Sa mère, une femme pieuse et rigide, s'était levée d'un bond, hurlant que c'était une abomination. Et son père avait ordonné qu'elle quitte la maison familiale sur le champ, la déshéritant devant tous les invités du dîner dominical. Élise, âgée de 26 ans, avec ses cheveux blonds ondulés cascadant sur ses épaules et ses yeux bleus brillants de larmes, sentit le monde s'effondrer autour d'elle. Elle n'avait pas prévu que son coming out tourne au désastre. Mais la réaction violente de sa famille conservatrice, ancrée dans les traditions catholiques strictes, l'avait propulsée dans la rue avec seulement un sac à dos. Camille l'attendait dehors, sous la pluie fine de cette soirée d'automne, ses cheveux bruns courts collés à son front, ses yeux verts intenses scrutant l'horizon avec une détermination farouche. À 29 ans, Camille était une artiste indépendante, habituée aux rejets sociétaux, mais voir Élise ainsi brisée lui serrait le cœur. Elle s'était rencontrée 6 mois plus tôt, lors d'une exposition d'art contemporain où Camille exposait ses toiles abstraites représentant des luttes intérieures. Élise, chanteuse en herbe, avait été captivée par la profondeur des œuvres, et une conversation innocente avait évolué en une connexion profonde, défiant toutes les normes qu'Élise avait connues dans son éducation bourgeoise. Mais maintenant, face à cette expulsion brutale, Élise se demandait si cet amour valait la perte de tout ce qu'elle avait toujours connu. Camille la prit dans ses bras, murmurant des mots de réconfort. Mais au fond d'elle, elle savait que ce n'était que le début d'une tempête. Les jours suivants furent un tourbillon de chaos. Élise trouva refuge dans le petit appartement de Camille, un studio exigu dans le quartier du Marais, rempli de toiles inachevées et de livres sur la philosophie queer. Elles passèrent des nuits entières à parler, Élise versant des larmes sur l'abandon de sa famille, Camille partageant ses propres histoires de rejet, comment ses parents l'avaient ignorée après qu'elle ait quitté son emploi stable pour poursuivre l'art, et comment la société française, malgré ses airs progressistes, cachait encore des poches de conservatisme virulent. Élise, élevée dans une famille aisée de la banlieue parisienne, n'avait jamais affronté une telle précarité. Elle travaillait comme professeure de musique dans une école privée. Mais après l'incident, des rumeurs s'étaient propagées, et elle craignait de perdre son poste. « Comment vais-je survivre ?» murmurait-elle à Camille, qui répondait avec une fermeté tranquille, « Ensemble. On survivra. » Mais les doutes s'insinuaient. Élise repensait aux sermons de son enfance, aux amis qui l'avaient félicité pour son mariage potentiel avec un homme respectable. Était-ce une phase? Une erreur? Camille, sentant ses tourments, essayait de la rassurer. Mais ses propres insécurités refaisaient surface, elle avait déjà perdu une relation à cause de pression familiale. Un soir, alors qu'elle marchait le long de la Seine, Élise reçut un appel de sa sœur cadette, Louise, qui chuchotait au téléphone, « Maman est furieuse. Mais papa regrette déjà. Reviens, Élise, et promet de changer. » Ces mots plantèrent une graine de conflit en elle. Devait-elle renier son amour pour regagner sa place dans la famille? Camille, entendant la conversation, sentit une pointe de trahison naître. « Tu ne vas pas les écouter? N'est-ce pas ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante.
Élise hésita. Et ce silence fut comme un coup de poignard. Les tensions montaient. Et Élise commença à questionner si cet amour, si pur et intense, valait le prix de l'isolement. Elle se rappelait les premiers moments avec Camille, un baiser volé dans un café bondé. Le frisson de la découverte. La sensation d'être enfin vue pour qui elle était vraiment. Mais maintenant, face à la réalité cruelle, elle se sentait déchirée. Camille, de son côté, luttait contre sa peur de l'abandon, se remémorant comment son ex-partenaire l'avait quittée pour une vie normale. Elle décida de pousser Élise à affronter ses démons, organisant une rencontre secrète avec un groupe de soutien LGBT à Paris. Là, Élise entendit des histoires similaires des parents qui rejetaient, des amis qui trahissaient et pour la première fois, elle se sentit moins seule. Mais en rentrant, un message de son père l'attendait. « Reviens ? Ou tu n'es plus ma fille ?» Le choix se profilait. Implacable. Et Élise savait que quelle que soit sa décision, elle paierait cher. Camille la serra fort. Mais au fond, elle savait que la bataille ne faisait que commencer. Les semaines passèrent, et Élise tenta de reconstruire sa vie. Elle trouva un petit job dans un bar queer-friendly, servant des cocktails tout en chantant occasionnellement pour les clients. Camille vendait ses toiles en ligne, luttant contre l'instabilité financière. Leur relation s'approfondissait, mais les ombres du passé planaient. Élise recevait des lettres anonymes de voisins conservateurs, la traitant de déviée. Et Camille affrontait des critiques en ligne sur son art trop militant. Un jour, lors d'une manifestation pour les droits LGBT place de la République, elles se tinrent main dans la main, criant pour l'égalité. Mais Élise repéra sa mère dans la foule opposée, tenant une pancarte contre le mariage pour tous. Le choc fut viscéral. Comment peut-elle me haïr à ce point, pleura Élise ce soir-là. Camille, épuisée par les combats constants, commença à douter. Valait-il la peine de forcer Élise à choisir ? Peut-être devait-elle la laisser partir pour son bien. Mais l'amour les retenait. Fragile mais tenace. Élise, dans un moment de clarté, décida d'écrire une lettre à sa famille, expliquant son amour sans excuse. La réponse fut un silence assourdissant, amplifiant ses tourments intérieurs. Elle se questionnait sur la moralité. Était-ce égoïste de poursuivre cet amour au détriment de sa famille ? Camille, sentant le fossé se creuser, proposa une pause. Mais Élise refusa, affirmant que c'était ensemble qu'elles affronteraient le monde. Pourtant, les fissures apparaissaient, et le premier grand test approchait. Les mois suivants furent marqués par une tension croissante. Élise, maintenant installée chez Camille, tentait de se reconstruire professionnellement. Elle avait perdu son emploi à l'école après que des parents d'élèves, informés par des ragots familiaux, aient protesté contre une influence néfaste. Humiliée, elle chercha du travail dans des milieux plus ouverts, atterrissant comme assistante dans une galerie d'art où Camille exposait parfois. Cela les rapprocha, mais aussi exposa leurs différences. Camille, issue d'un milieu ouvrier, avait toujours lutté pour son identité, tandis qu'Élise, habituée au confort bourgeois, peinait à s'adapter à la précarité. Des disputes éclataient sur des détails. Qui payait les factures ? Comment gérer les appels incessants de la famille d'Élise ? Un soir, après une journée épuisante, Élise explosa. Je n'aurais jamais dû avouer.
Ma vie était parfaite avant toi. Camille. Blessée. Répliqua, parfaite? Tu vivais dans le mensonge. Ces mots creusèrent un abîme. Et pour la première fois, elles dormirent dos à dos. Élise repensait à son enfance. Aux dîners familiaux où on louait sa beauté et son talent musical, en espérant qu'elle épouse un homme bien. Camille. Elle se rappelait ses années d'adolescence, cachant ses sentiments pour une amie d'école, craignant le rejet. Leur amour, né d'une attraction irrésistible, était maintenant testé par la réalité sociale. À Paris, malgré les lois progressistes, les regards en coin et les commentaires murmurés persistaient. Lors d'un dîner avec des amis communs, une connaissance bien intentionnée suggéra à Élise de reconsidérer pour le bien de sa carrière. Camille, furieuse, quitta la table, laissant Élise seule face à ses doutes. Le lendemain, Élise reçut une invitation surprise, sa sœur Louise voulait la rencontrer en secret dans un café discret. Assise en face d'elle, Louise, 22 ans, aux traits similaires mais plus doux, pleura, la maison est un enfer sans toi. Maman prie tous les jours pour ton salut. Papa boit plus qu'avant. Élise sentit son cœur se serrer. Louise ajouta, si tu renonces à elle, tu peux revenir. C'était une tentation diabolique, jouant sur ses liens familiaux. De retour à l'appartement, Élise cacha la rencontre à Camille. Mais le mensonge pesa lourd. Camille, intuitive, sentit le changement et confronta Élise. Qu'est-ce que tu me caches? La vérité éclata, menant à une dispute violente où Camille accusa Élise de lâcheté. Tu vas me sacrifier pour eux, hurla-t-elle. Élise, en larmes, admit ses peurs, la perte financière, l'isolement social, la crainte d'une vie marginalisée. Camille, blessée au plus profond, passa la nuit dehors, errant dans les rues de Montmartre, questionnant si cet amour valait sa propre douleur. Le lendemain, elle rentra avec une résolution, elle devait affronter la famille ensemble. Élise accepta, mais avec appréhension. Elles organisèrent une rencontre dans un parc neutre, sous le soleil printanier. La mère d'Élise arriva seule, le visage marqué par la fatigue. « Comment as-tu pu nous faire ça ?» demanda-t-elle d'emblée. Élise, tenant la main de Camille, répondit calmement, « C'est qui je suis. Maman. » Camille m'aime pour ça. La discussion tourna au vinaigre, la mère invoqua la Bible. Les traditions, accusant Camille d'avoir corrompu sa fille. Camille, stoïque, défendit leur amour. Mais Élise craqua, suppliant pour de la compréhension. La mère partit en larmes, laissant Élise dévastée. Ce rejet renforça leur lien, mais planta des graines de ressentiment. Élise commença à blâmer Camille inconsciemment, tandis que Camille se sentait comme une intruse. Pour apaiser les tensions, elles décidèrent de voyager, s'échappant à la campagne normande pour un week-end. Là, loin du bruit parisien, elles redécouvrirent leur passion, promenade main dans la main. Discussion profonde sur l'avenir. Élise confia ses rêves de musique, Camille ses ambitions artistiques. Mais un appel interrompit l'idylle, le père d'Élise avait eu une crise cardiaque, blâmant le stress familial. Élise rentra en urgence, laissant Camille derrière.
À l'hôpital. Son père, affaibli, murmura, reviens à la maison. Sans elle. Élise, déchirée, promit de réfléchir, trahissant ainsi Camille sans le vouloir. De retour, elle mentit sur la conversation. Mais Camille découvrit la vérité en fouillant le téléphone par jalousie naissante. La confrontation fut explosive. Tu me mens maintenant? Après tout ça? Élise pleura. Avouant sa confusion morale, était-il mal d'aimer une femme si cela détruisait sa famille? Camille, sentant la trahison, envisagea la rupture. Mais l'amour l'en empêcha. Elles décidèrent d'une thérapie de couple, espérant réparer les fissures. Les sessions révélèrent des vérités dures. Élise luttait avec une homophobie internalisée. Camille avec une peur de l'engagement. Petit à petit, elles progressèrent. Mais le monde extérieur ne lâchait pas. Des amis de la famille d'Élise lancèrent une campagne de harcèlement en ligne, postant des messages haineux sur les réseaux sociaux de Camille. L'art de Camille fut boycotté par certaines galeries conservatrices. Élise, pour protéger Camille, envisagea de se distancer publiquement. Mais cela ne fit qu'amplifier les doutes. Un soir, lors d'une exposition, un critique influent approcha Camille. Votre relation fait jaser. Peut-être devriez-vous la cacher pour votre carrière. Camille refusa. Mais Élise, entendant cela, paniqua. Le retour à la maison fut silencieux, chargé de non-dits. Élise se questionnait, valait-il la peine de tout sacrifier pour un amour condamné par la société? Camille, elle, se préparait à un choix radical. La crise culmina lors d'une fête familiale surprise organisée par Louise, qui avait convaincu Élise de venir sous prétexte de réconciliation. Arrivée seule, comme demandé, Élise trouva la maison pleine de parents et amis, tous attendant une intervention. Sa mère prit la parole, nous t'aimons. Mais cette phase doit cesser. Voici le docteur Moreau, un thérapeute spécialisé dans les troubles comme le tien. Élise, choquée, se sentit piégée. Elle appela Camille en panique, qui accourut malgré les avertissements. L'arrivée de Camille transforma la soirée en chaos, accusations volèrent. Le père hurla sur Camille, l'accusant de manipulation. Élise, déchirée, défendit Camille, mais hésita quand sa mère menaça de se suicider si elle persistait. Camille, humiliée, partit en larmes, laissant Élise seule face à sa famille. Cette nuit-là, Élise resta chez ses parents, dormant dans son ancienne chambre, entourée de souvenirs d'une vie hétéronormative. Les doutes l'assaillirent, et si sa famille avait raison? Et si cet amour était une illusion? Camille, de son côté, noya sa douleur dans l'alcool, appelant une vieille amie, Sophie, pour du réconfort. Sophie, une ex-flirt, écouta et, dans un moment de vulnérabilité, embrassa Camille. Camille recula, mais le regret la rongeait. Le lendemain, Élise rentra, et Camille avoua le baiser, par honnêteté. Élise explosa, tu m'as trahi, oubliant son propre silence sur l'intervention. La dispute escalada, des objets volèrent, et Camille quitta l'appartement, criant, peut-être que ta famille a raison. Je suis toxique pour toi. Élise,
Seul. S'effondra, réalisant le prix de ses indécisions. Les jours suivants furent un vide abyssal. Élise tenta de contacter Camille, mais celle-ci bloqua ses appels, se réfugiant chez Sophie. Élise, hantée par la trahison, questionna sa moralité. Avait-elle poussé Camille à cela par sa lâcheté? Elle consulta un thérapeute seul, explorant son homophobie internalisée, les pressions sociétales qui la faisaient douter. Pendant ce temps, Camille luttait avec sa culpabilité, peignant des toiles sombres reflétant la douleur. Sophie essaya de la séduire, mais Camille refusa, réalisant que son cœur appartenait à Élise. Une rencontre fortuite dans une galerie les réunit. Élise, venue voir les œuvres de Camille, la trouva en pleurs devant une toile représentant leur rupture. Elles parlèrent. Des excuses fusèrent. Mais les blessures étaient profondes. Élise admit avoir envisagé de retourner à une vie normale. Camille confia sa peur d'être toujours la mauvaise influence. Elles décidèrent d'une pause pour réfléchir. Élise rentra chez ses parents temporairement, subissant leur tentative de guérison, introduction à des hommes. Prière collective. Elle feignit l'intérêt. Mais intérieurement, elle bouillonnait. Un soir, lors d'un dîner avec un prétendant arrangé, elle craqua, hurlant la vérité et quittant la table. Son père la suivit, avouant pour la première fois, « J'ai peur pour toi. » Dans cette société. Élise répondit, « La société change. » Papa. C'est vous qui me blessez. Ce fut un tournant. Mais pas une victoire. Camille, de son côté, affronta Sophie, mettant fin à toute ambiguïté. Elle vendit une toile majeure, gagnant assez pour un nouveau départ. Mais sans Élise, le succès sonnait creux. Élise, inspirée, reprit la musique, composant des chansons sur l'amour interdit. Une performance dans un club underground attira l'attention d'un producteur. Mais elle refusa un contrat qui exigeait de cacher son orientation. Camille apprit cela et envoya un message, « Fière de toi. » Cela raviva l'espoir. Mais les obstacles persistaient. La famille d'Élise lança une ultime offensive, une plainte pour aliénation contre Camille, alléguant manipulation. Camille, furieuse, confronta Élise, « Tes parents veulent me détruire. » Élise défendit Camille au tribunal familial informel, témoignant de leur amour authentique. Le juge rejeta la plainte. Mais le dommage était fait, la presse locale s'empara de l'histoire, exposant leur vie privée. Les commentaires haineux affluèrent, amplifiant les pressions sociétales. Élise perdit des amis, Camille des clients. Dans ce tourbillon, elles se rapprochèrent, réalisant que leur amour était leur ancre. Mais une trahison finale surgit. Louise, jalouse de l'attention, révéla à la presse des détails intimes volés du journal d'Élise. Le scandale explosa, forçant Élise à choisir, nier publiquement ou assumer. Elle choisit l'Assomption, tenant une conférence de presse avec Camille à ses côtés. « Notre amour n'est pas un crime, » déclara-t-elle. La famille coupa tout contact, mais Élise sentit une libération. Camille, cependant, paya cher, son atelier fut vandalisé par des homophobes. Blessée, elle questionna, « Est-ce que ça en vaut la peine ?» Élise répondit par un baiser. Mais les doutes persistaient.
Avec le scandale en pleine lumière, Élise et Camille affrontèrent les retombées. Élise, propulsée dans les médias comme une icône malgré elle, reçut des offres pour des interviews, mais refusa celles qui sensationnalisaient leur relation. Camille, traumatisée par le vandalisme, déménagea dans un nouvel atelier, plus sécurisé, mais la peur l'habitait. Elles passèrent des nuits à discuter des choix moraux. Était-il égoïste de persister face à tant de souffrances? Élise, hantée par la perte de sa famille, envisagea une réconciliation conditionnelle. Mais Camille la mit en garde, ne te perds pas pour eux. Un jour, Élise reçut une lettre de son père, je t'aime, mais je ne peux accepter ça. Cela raviva les tourments. La poussant à une décision impulsive, elle alla voir sa mère seule, suppliant pour de la compréhension. La rencontre fut déchirante, la mère pleura, invoquant Dieu. Mais Élise tint bon, partageant des souvenirs d'enfance pour humaniser son amour. En partant, elle sentit un infime espoir. Mais la réalité frappa, Camille avait découvert la visite et se sentit trahie à nouveau. Tu vas encore me sacrifier, accusa-t-elle. Élise nia. Mais la confiance était érodée. Pour reconstruire, elles partirent en vacances à Provence, cherchant la paix dans les champs de lavande. Là, elles explorèrent leurs âmes. Élise admit son besoin de validation familiale. Camille sa peur de l'abandon enracinée dans son passé. Elles firent l'amour non physique, mais émotionnel, se promettant fidélité. Mais le retour à Paris apporta de nouveaux défis. Élise fut approchée par une association LGBT pour être porte-parole. Un rôle qui l'excitait mais effrayait Camille. Craignant plus d'exposition, Élise accepta, voyant cela comme une façon de transformer la douleur en action. Lors d'un événement, elle parla de ses luttes, inspirant la foule. Mais un éclair cria des insultes, rappelant les dangers. Camille, dans le public, paniqua et quitta l'événement. À la maison, elle confronta Élise, ton activisme nous met en danger. Élise répliqua, c'est pour nous. Pour les autres comme nous. La dispute révéla des fractures profondes. Élise voulait changer le monde. Camille survivre. Camille, dans un moment de désespoir, contacta son ex pour du conseil, menant à une rencontre innocente mais mal interprétée par Élise, qui les vit ensemble. La jalousie explosa, tu me trompes encore? Camille nia. Mais le mal était fait. Élise, blessée, passa la nuit chez une amie, questionnant tout. Le lendemain, elle rentra pour trouver Camille partie, laissant une note, j'ai besoin d'espace pour réfléchir. Élise, dévastée, sombra dans la dépression, perdant l'appétit et l'inspiration. Elle appela sa sœur, cherchant du réconfort. Mais Louise avoua avoir fui la maison, incapable de supporter la toxicité. Viens avec moi, proposa Louise, offrant une vie neutre. Élise refusa, réalisant que sa vérité était avec Camille. Elle traqua Camille dans un café, la suppliant de revenir. Camille, larmes aux yeux, admit, j'ai peur que notre amour nous détruise. Elles décidèrent d'une thérapie intensive, explorant les maux sociétaux qui amplifiaient leurs conflits. Les sessions révélèrent comment les définitions rigides de la famille et de la moralité les piégeaient. Élise confronta ses parents une dernière fois, dans une lettre collective avec Camille, expliquant le prix payé.
La réponse fut mixte, le père exprima du regret. La mère du silence. Cela apporta une closure partielle. Camille vendit une série de toiles inspirées de leur histoire, gagnant reconnaissance. Élise enregistra un album indie sur l'amour queer, touchant un public niche. Leur relation s'équilibra. Mais un ultime test surgit, une offre de travail pour Élise à Lyon, loin de Paris. Camille, attachée à sa ville, hésita. Élise proposa de refuser. Mais Camille insista, ne sacrifie pas ta carrière pour moi. Elles choisirent de déménager ensemble, symbolisant un engagement renouvelé. Mais les cicatrices restaient, rappelant les dommages des préjugés. Les années passèrent, mais les échos des conflits persistaient. Élise et Camille s'installèrent à Lyon, où Élise prospéra comme musicienne, Camille comme artiste établie. Leur relation, forgée dans le feu, devint un pilier, mais les ombres familiales planaient. Élise reçut sporadiquement des nouvelles de sa sœur, qui avait coupé les ponts avec les parents, vivant sa propre vie libre. Un jour, un appel inattendu, la mère d'Élise, malade, voulait la voir. Élise, après consultation avec Camille, accepta, voyageant à Paris. À l'hôpital, sa mère, affaiblie, murmura, « J'ai eu tort. Pardonne-moi. » Élise pleura, offrant le pardon, mais soulignant les dommages. Le père, présent, admit ses erreurs, influencé par le temps et les changements sociétaux. Ce fut une réconciliation fragile, mais significative. De retour à Lyon, Élise partagea cela avec Camille, qui se réjouit mais garda une réserve, ils t'ont blessé trop longtemps. Leur vie continua, marquée par des victoires mariages d'amis queer, lois progressistes mais aussi des revers, comme des attaques en ligne persistantes. Élise composa une chanson sur le pardon, Camille peignit une toile sur la résilience. Elles adoptèrent un chat, symbolisant une famille choisie. Mais un dilemme final surgit, Camille reçut une offre pour exposer à l'étranger, exigeant une séparation temporaire. Élise, craignant l'éloignement, hésita, rappelant les trahisons passées. Elles décidèrent ensemble, Camille partirait, mais avec des promesses quotidiennes. Pendant l'absence, Élise affronta ses démons solitaires, réalisant que l'amour vrai exigeait confiance. À son retour, Camille proposa le mariage, dans une cérémonie intime. Elles échangèrent des vœux, jurant de affronter les tempêtes ensemble. La société française évoluait. Mais lentement, leurs histoires inspiraient d'autres. Mais le prix payé, pertes émotionnelles, cicatrices psychologiques restaient. Élise, réfléchissant, se demanda si les choix étaient justes. Camille, sereine, affirma, nous avons choisi la vérité. Leur vie devint un témoignage de résilience, mais avec des questions ouvertes. Est-il moral de prioriser l'amour personnel au détriment des liens familiaux traditionnels ?